C'est un pays qui aurait pu ne pas exister. Une monarchie qui aurait pu rester l'une des plus pauvres de la planète. Grâce à la découverte du gaz, l'émirat du Qatar, cette nation très secrète de seulement 300 000 ressortissants, s'est lancé depuis 3 décennies à la conquête de la planète. Nous sommes un petit pays, nous n'allons pas le nier, mais nos ambitions sont grandes. L'expression la plus employée dans les années 90-2000, c'était « le Qatar boxe au-dessus de sa catégorie ». Et il devient un sujet de conversation dans le monde des médias, de l'art, de la diplomatie, du sport. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Cet instant, quand tout le monde attendait l'enveloppe qui annonce Qatar, je pense que c'est un moment inoubliable pour nous. Derrière cette ascension qui fascine autant qu'elle effraie, il y a une dynastie à la tête d'une monarchie absolue. Les Al Thani. Khalifa, le grand-père, a déclaré l'indépendance du Qatar. Son fils, Ahmad, en a fait le pays le plus riche au monde par habitant. Le petit-fils, Tamim, veut placer son royaume au centre de l'échiquier mondial. Je ne pense pas que les Qatariens agissent par pure vanité ou par envie d'attirer l'attention. C'est plutôt une nécessité fondamentale, due à leur positionnement dans cette région du monde. Avec sa capitale, Doha, cette péninsule, à peine plus grande que la Corse, se retrouve ballottée au gré des tensions dans le golfe Persique, entre les deux grands rivaux du monde musulman, l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est une réalité géopolitique. C'est un petit pays coincé entre de grandes puissances. Nous devons tout le temps naviguer à vue. Plongé dans les paradoxes de ce minuscule royaume, en apparence schizophrène, tiraillé entre l'ouverture à l'Occident et le conservatisme religieux de la société bédouine. Pour comprendre les contradictions de ce petit émirat, il faut remonter les pistes que les caravanes de nomades ont sillonnées pendant des siècles. Aujourd'hui, ces plaines inhospitalières sont le terrain de jeu de puissants 4x4. Cette meute est à la poursuite d'un faucon, lui-même en train de pourchasser un pigeon. Cette compétition, retransmise en direct à la télévision, récompense la meilleure écurie de fauconnerie du Qatar. Jusqu'au milieu du XXe siècle, cet art de la chasse servait à se nourrir dans un des déserts les plus hostiles de la planète. C'est désormais un sport de prestige où les gagnants repartent avec des récompenses mirobolantes. Tous ceux qui attrapent un pigeon aujourd'hui gagnent 25 000 €. Lors de la finale, ils remportent un 4x4 de luxe. Ces prix sont offerts par la famille royale. Cela permet d'entretenir les traditions des Bédouins, les bergers nomades de la péninsule arabique. Le commentateur officiel, Ahmad Al-Jamil, est un des plus fervents défenseurs de cet héritage. Voici mon campement. Ce fauconnier est même devenu une star sur les réseaux sociaux qatariens. Ça va si je m'assieds comme ça? Hein?
Notre gouvernement, avec à sa tête son Altesse l'émir Sheikh Tamim, tient beaucoup à cette tradition, tout comme il tient aussi au sport, à la santé et aux coutumes populaires que nous avons héritées de nos ancêtres. Et nos liens avec les faucons font partie de cette histoire. Le Qatar ne veut pas être perçu comme possédant juste du pétrole, du gaz, des capitaux. Ils veulent montrer qu'ils ont aussi une identité bédouine originelle. Venez, je vais vous montrer. Tous ces appareils servent à entraîner les faucons. Dans cette tente, nous entreposons tous nos drones et nos avions pour les faucons. J'en ai beaucoup car tous les jours on en casse, peut-être un ou deux. C'est une combinaison d'ancien et de moderne. Vous avez des éléments qui rappellent le temps des Bédouins du désert, mais avec toutes les commodités et le confort possible. C'est pas la chasse du dimanche avec son fusil et ses cartouches, c'est la chasse à court, quoi. C'est pas uniquement un faucon, c'est la cage du faucon, les médicaments du faucon, l'alimentation du faucon, les 10 personnes pour s'occuper du faucon, etc., etc. Dans cette version folklorique de la société bédouine, les femmes restent invisibles. Ces Qatariens sont les héritiers d'une culture musulmane rigoriste, le wahhabisme, un courant religieux ultra-conservateur venu d'Arabie Saoudite au XVIIIe siècle. Encore aujourd'hui, de nombreuses lois qatariennes sont directement inspirées de la charia, la loi coranique. Au Qatar, la population est composée principalement de grandes tribus musulmanes sunnites qui ont toujours tissé des liens de parenté entre elles. La société qatarienne est une société conservatrice où les gens sont très unis. Nous avons vécu dans des conditions de vie très difficiles et nous sommes restés soudés. Nos liens se sont même renforcés avec le temps. Aujourd'hui, le peuple qatarien vit comme une seule famille, dans une même maison. Mais en seulement 30 ans, les milliards des hydrocarbures ont transformé cette société à une vitesse et dans des proportions rarement vues dans l'histoire. À Doha, la vie sociale s'organise désormais dans ces galeries climatisées, des temples de la consommation. En tant qu'influenceur, Ahmad a été invité ce matin à faire la promotion sur les réseaux sociaux de marques de parfums. Une des passions des pays du Golfe. J'adore les parfums. Celui-ci a une odeur qui me plaît énormément. Il s'appelle « Ne m'oublie pas ». Les Qatariens sont souvent décrits comme les gens les plus riches de la planète. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Je l'espère. Vous en pensez quoi, vous? Je ne pense pas qu'il y ait des pauvres au Qatar. Ici, le système d'aide sociale et le réseau de protection sociale sont excellents. Le Qatar, c'est même pas l'État-providence, c'est l'État-perfusion, quoi. Les Qatariens n'ont pas de dépenses. Tu es malade, tu veux partir aux États-Unis pour te faire opérer dans le meilleur hôpital américain et ça coûtera 50 000 $ la journée, il n'y a pas de problème. L'État assure l'éducation et la santé gratuitement, ainsi que d'autres services publics, comme l'électricité et l'eau. Ces services sont tous gratuits pour l'ensemble des citoyens qatariens. Les Qatariens, ils n'ont pas besoin de travailler, l'État prend tout en main, ils ont des maisons, ils ont de l'argent, ils ont des revenus. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, mais il n'y a pas l'obligation de travailler.
Je vous raconte ma journée type. Je pars au travail à 8 heures, puis je rentre à la maison pour déjeuner avec ma famille. L'après-midi, je fais la sieste ou je prends un café. Je passe du temps avec mes proches. 80% des Qatariens travaillent comme fonctionnaires. Et tous disposent de nombreux domestiques. Dans cette monarchie, les sujets de la famille royale remercient leurs dirigeants dès qu'ils en ont l'occasion. C'est une manière d'afficher sa loyauté. Je n'aurais jamais imaginé qu'on atteigne ce niveau de développement. Mais grâce à Dieu, son Excellence l'émir et son Altesse le Père de l'émir ont construit Doha et le nouveau Qatar. Cette modernisation à marche forcée s'est produite en une seule génération. Au 23e étage de cette tour qui lui appartient, Faisal bin Qasim Al Thani est considéré comme l'un des bâtisseurs du Qatar moderne. Ce prince fait partie d'une des branches de l'impressionnante dynastie des Al Thani. Comme l'islam le permet, les hommes peuvent épouser plusieurs femmes, et tous ont de très nombreux enfants. Ça, c'est l'arbre généalogique des Al Thani. Ça, c'est moi. Au-dessus, il y a mon père et mon grand-père. C'est un arbre généalogique resserré. Sinon, on serait des milliers sur cet arbre. Nous formons l'une des plus grandes familles du monde arabe. Les Al Thani prennent le pouvoir à Doha au début du 19e siècle. L'émirat formait alors une province reculée de l'Empire ottoman. Dans un de ses palais, le milliardaire Faisal bin Qasim a créé un musée à son nom pour raconter cette destinée. Regardez, ça, c'est le drapeau du Qatar. Il est composé de 9 pointes de lance, une pour chaque tribu. Et c'est ainsi que c'est devenu l'emblème qui nous unit depuis plus de 200 ans. La plupart des 300 000 Qatariens descendent de ces tribus originelles. Car la nationalité ne se transmet que par le droit du sang, et dans cette société patriarcale, uniquement par celui du père. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman disparaît. Le Qatar passe sous protectorat anglais. À l'époque, voici à quoi ressemblaient les maisons du clan Al Thani. C'est une reconstitution que j'ai fait réaliser. C'est une réplique de notre village avant le pétrole. Tout est en terre battue. J'ai vécu dans ce genre de maison jusqu'à l'âge de 10 ans. Ici, c'était la chambre de ma grand-mère. Et là, le salon des hommes. Ça, c'était l'épicerie. Je veux garder ce souvenir du passé pour que ma famille et les gens puissent voir comment notre vie a changé, comment on est passé d'un mode de vie à un autre. Cette existence, presque hors du temps, est bouleversée dans les années 30 et 40 par l'arrivée d'ingénieurs étrangers à la recherche de pétrole. C'est la première voiture importée au Qatar. Les Anglais créent avec des membres de la famille royale la première société d'extraction. Mon père était le prince en charge de la compagnie pétrolière. Moi, j'étais encore enfant et je l'accompagnais toujours lors du forage des puits. Je voulais toujours être présent pour regarder le pétrole jaillir d'un puits pour la première fois. Lorsque le pétrole surgissait en grande quantité, c'était quelque chose de miraculeux.
La première cargaison de pétrole a été exportée en 1949, ce qui a marqué une étape importante dans l'histoire du Qatar et a chamboulé l'économie nationale. Au cours des années 50, les Qatariens découvrent la société de consommation occidentale. Mais les réserves de pétrole se révèlent moindres que dans les pays voisins, qui connaissent une croissance beaucoup plus rapide. À la fin des années 60, les Anglais en pleine décolonisation ne veulent plus assurer la sécurité des principautés du Golfe. En 1971, le Qatar, comme le royaume voisin de Bahreïn, doit choisir entre l'indépendance ou rejoindre la Fédération des Émirats arabes unis, qui est en train de se créer autour des familles régnantes de Dubaï et d'Abu Dhabi. Dans les années 70, le Qatar, c'est un peu le moins que rien dans toute la région. Par rapport à Abu Dhabi, par rapport à Dubaï, par rapport à Bahreïn, etc., ils sont considérés comme pas grand-chose. Le Qatar a cette espèce d'aigreur d'être mal considéré par les autres. La solution la plus évidente était de former une seule union, et c'était le plan originel. Mais il y avait beaucoup de désaccords sur le mode de gouvernance. Vous aviez une multitude de familles régnantes. Par peur de tomber sous la coupe de ses voisins, le Qatar choisit de faire cavalier seul. C'est Khalifa, le grand-père de l'actuel émir, qui annonce l'indépendance à la télévision. تصبح دولة قطر دولة مستقلة استقلالا تاما وذات سيادة كاملة تمارس كل مسؤولياتها الدولية بنفسها وتتولى وحدها سلطانها الكامل في الخارج والداخل على السواء. Cette annonce a été vécue comme une trahison par les autres monarchies du Golfe et n'a jamais été pardonnée. D'autant plus que dans les années qui suivent, un vaste gisement de gaz sous-marin est découvert. Au pouvoir à cette époque, l'émir Khalifa se méfie d'un développement trop rapide et ne croit pas dans l'exploitation du gaz. Lui préfère dépenser la rente pétrolière dans de longs voyages à l'étranger et déléguer à son ambitieux fils Ahmad l'exercice du pouvoir. بسم الله الرحمن الرحيم سيدي صاحب السمو أميرنا المفدى يشرفني أن أرحب بسموكم في قواتكم المسلحة بين جنود لكم. Ahmad, c'est un parcours assez classique des gens des familles royales du Golfe, formation en Angleterre, académie militaire, Sandhurst, et puis retour ensuite dans le gouvernement du Qatar. Il a un physique impressionnant. Il a un bon sens de l'humour, bien qu'il ait l'air très sérieux. C'est une personnalité qui en impose. Il est toujours décrit comme un personnage plus grand que nature, avec une personnalité incroyable, qui attire automatiquement l'attention quand il rentre dans une pièce. Quelqu'un avec des idées très claires sur ce qu'il voulait. En réalité, c'est lui qui assez vite va se retrouver avec la charge de la gestion du Qatar. Son père est toujours à droite à gauche, moins intéressé. Il était relativement évident que tant que son père serait au pouvoir, rien de majeur n'allait se passer. Il a donc profité, en 1995, d'un séjour de son père à l'étranger pour prendre le pouvoir dans un coup d'État sans effusion de sang. بأن أبذل كل ما أستطيع من جهد لرفعة هذا الوطن وتقدمه ورفاهية المواطنين. Cette révolution de palais donne les pleins pouvoirs à Ahmad. Son père, lui, se retrouve forcé à de longues années d'exil en France, puis en Italie. Mais c'est pas renverser son père pour accaparer le pouvoir, c'est renverser son père avec une idée réelle
de ce que peut être le Qatar, de ce que doit être le Qatar. Il existe une anecdote. Cheikh Hamad venait d'atterrir en Grande-Bretagne ou en France. Le responsable à l'immigration regarde son passeport et lui demande « C'est un passeport qui vient d'où? C'est quoi le Qatar ?» Cet événement illustre pourquoi Cheikh Hamad s'est donné comme mission de transformer le Qatar, pour le placer sur la carte du monde. Je n'ai jamais entendu cette histoire. De quel bureau d'immigration s'agit-il? Mais je demanderai à mon père, ça a l'air intéressant. Que cette anecdote soit véridique ou pas, elle illustre l'ère de Cheikh Hamad, durant laquelle le Qatar est passé d'un petit pays endormi et reculé du Golfe à un État important en termes d'influence, une puissance dans cette région du monde. Mon père était un visionnaire. Il voulait marquer l'histoire. Il est à peu près convaincu que si le Qatar stagne, le Qatar est presque en danger. Voilà, parce qu'il a deux voisins qui sont impressionnants et potentiellement dangereux, qui sont l'Arabie Saoudite d'un côté et l'Iran. Pour réaliser ses ambitions, Hamad a lancé l'exploitation du champ gazier de Northfield, situé à cheval entre les eaux territoriales qatariennes et iraniennes. Cette relation économique entre la grande puissance chiite et la petite monarchie sunnite rend le Qatar suspicieux aux yeux des autres pays de la péninsule arabique. Mais Hamad n'en a que faire. Lui est persuadé que le gaz est une énergie d'avenir. Pourtant, à l'époque, son extraction, mais surtout son transport, coûte beaucoup plus cher que ceux du pétrole. Et puis cette technologie est apparue, qui consiste à liquéfier le gaz, ce qui permet de le stocker sur des navires. Et alors, tout comme le pétrole, il peut être distribué partout dans le monde. Le tout nouvel émir s'endette lourdement auprès de banques occidentales et investit des milliards d'euros pour fabriquer des méthaniers. Ces navires emmagasinent le gaz dans des bonbonnes géantes sous forme liquide à une température de moins 167 degrés. C'est ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié. Il y avait des craintes à l'époque qu'il n'y ait pas de demande suffisante en gaz, que tout ça ne soit en fait qu'une bulle qui éclate et que tout cet argent soit perdu. Ils ont parié là-dessus, comme peu l'avaient fait avant lui. Si cela n'avait pas fonctionné, le Qatar aurait probablement été ruiné. La demande de gaz s'envole à la fin des années 90. Grâce à ces investissements, le petit royaume prend des années d'avance sur ses concurrents et joue désormais dans la cour des grands avec les géants russes et américains. Le Qatar est devenu la première source de gaz naturel au monde, l'exportant vers des pays influents de la scène politique et économique mondiale, notamment vers l'Asie, en Corée du Sud, au Japon ou en Inde, mais aussi vers l'Europe. L'économie du Qatar avait désormais la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de plus de 10% par an. Le visage de Doha a changé brutalement. Quand je suis arrivé ici, c'était que des dunes de sable. Il n'y avait pas cette voirie, c'était du sable. Il y avait juste le Sheraton qui était construit, hein, l'hôtel qui a la forme d'une pyramide, mais il n'y avait aucune tour. Et donc entre 2003 et 2008, ils avaient construit déjà une trentaine de tours pratiquement. Et puis après, ça a été l'explosion. Ça fait partie des miracles du désert. Disposant de moyens désormais illimités, Hamad Al Thani fait venir entreprises et travailleurs du monde entier. L'émir lance son pays dans une série de chantiers pharaoniques, comme celui de la Perle. Ce complexe d'immeubles est construit sur des îles artificielles et symbolise des coquillages avec en leur centre des perles, des hôtels de luxe. Spécialiste des travaux publics depuis plus de 40 ans,
Christian Dumont a participé à la réalisation de plusieurs de ces grands projets. Cette station de métro, elle est impressionnante parce que c'est l'une des plus grandes du monde. La surface au Qatar ne compte pas. Ce n'est pas une question de surface, c'est vraiment une question, on peut le dire, de prestige. De la signature du contrat, estimé à 40 milliards d'euros, à la mise en service, il s'est écoulé moins de 10 ans. Du jamais vu dans ce secteur. Français, Allemands et Japonais se sont partagés ce juteux contrat pour réaliser le métro le plus luxueux du monde. Ils avaient un leitmotiv, il fallait faire ce qui est de mieux, qu'il n'y ait pas d'équivalent. Je crois qu'ils y sont bien arrivés. Donc là, c'est la Golden Class. C'est un genre de velours, oui, avec du cuir sur les appuis-têtes. Le coût du billet est 5 fois plus élevé ici que dans la zone économique de l'arrière du train. Il y a 3 classes. Il y a la Golden Class, la Family Class et puis la classe normale. C'est un peu à l'image du Qatar? C'est encore à l'image du Qatar, oui. Oui. La société qatarienne est très hiérarchisée. Tout en haut de l'échelle, vous avez les Qatariens. C'est une société parallèle, c'est autre chose, c'est une bulle au-dessus. Vous n'allez pas aller dans un commerce et trouver un commerçant ou un caissier qatarien, ça n'existe pas. Vous seriez bien en peine, en visitant Doha, de rencontrer un Qatarien. Avec l'arrivée des travailleurs étrangers, le pays compte désormais 3 millions d'habitants. Mais les Qatariens ne forment plus qu'une minorité, à peine 10% de la population. Aurélien Colli travaillait comme journaliste à Doha au début des années 2000. En dessous des Qatariens, vous avez les cadres supérieurs. Alors les cadres supérieurs, essentiellement, c'est vrai, c'est souvent des Occidentaux. Ils ont des salaires très conséquents, une qualité de vie très conséquente. Généralement, il y a un package. Vous avez le salaire, mais vous avez l'école pour les enfants qui est prise en charge, vous avez la voiture, vous avez la maison. C'est des conditions vraiment idylliques. Et puis ensuite, vous avez le bas de l'échelle. Le Qatar est une des sociétés les plus inégalitaires du monde. Ces petites mains venues de pays pauvres remplissent toutes les tâches subalternes. Comme tous les étrangers, ils n'ont qu'un permis de résidence conditionné à l'exercice d'un travail et sont expulsables à tout moment. Vous avez une armée comme ça de nettoyage. Le Qatar, il n'y a pas un papier par terre, il n'y a pas un mégot, c'est clean, quoi. C'est normal. Ils ont je ne sais pas combien de dizaines, de centaines, de milliers de gens qui viennent du Népal, du Bangladesh ou autres, ou même des pays d'Afrique maintenant, et qui sont dans la rue en train de nettoyer avec un petit balai, dans les immeubles en train de balayer, etc. Donc c'est toujours tout propre. Ce ne sont pas que les ouvriers sur les chantiers, c'est partout. Les chauffeurs de taxi, les employés d'hôtel, la plupart sont étrangers. Et sans eux, le Qatar ne pourrait pas fonctionner. On pourrait presque dire que les ouvriers étrangers sont des citoyens de seconde zone sans personne pour les défendre. Ils sont amenés et parqués à l'écart. Dans le souk de la capitale, ces vendeurs portent la tenue traditionnelle bédouine. En apparence, ils peuvent passer pour des locaux. Mais ils viennent en fait d'autres pays arabes, souvent en guerre, comme l'Irak, le Yémen ou la Syrie. Salam alaikum. Je m'appelle Khaled Al-Kaja, d'origine syrienne. Je vis au Qatar depuis 22 ans. Ce musulman parle arabe et exerce un travail recherché, celui de fauconnier. Et pourtant, il ne pourra jamais demander la nationalité qatarienne. Je gère ce magasin spécialisé dans l'achat, la vente et l'entraînement de faucons venant du monde entier. Une vie de luxe, vous savez, cela exige beaucoup de monde, d'employés. Pour vivre et travailler au Qatar,
Raled doit avoir un tuteur local. C'est ce qu'on appelle la kafala. Un système de contrôle social que ces étrangers ne peuvent pas critiquer devant une caméra. Bien entendu, il faut qu'un Qatarien soit mon sponsor, quel que soit le secteur d'activité. Mais le bon côté, c'est que des fois, il nous amène des affaires. C'est un des arguments du gouvernement qatarien qui en parle assez ouvertement en disant « Nous sommes minoritaires dans notre propre pays. Ils ont peur d'être débordés par tous ces étrangers chez eux. Le régime de la kafala leur permet de contrôler cette masse de travailleurs. » La kafala est un système pour importer et retenir les travailleurs. On le retrouve un peu partout dans le Golfe. Sous ce régime, les salariés peuvent rarement quitter le pays sans l'accord de leur employeur. Raled et ses amis sont venus au Qatar pour trouver de meilleures conditions de vie et de salaire. Certains ont pu faire venir leurs femmes et leurs enfants. Et avec les années, ils forment une petite classe moyenne. Mais tous savent qu'un jour, ils seront forcés de quitter le pays. Nous resterons ici tant que les affaires sont bonnes. Dieu merci, tout va bien. Nous resterons dans la mesure du possible. Mais en fin de compte, le but est de rentrer chez nous. Personne ne désire quitter son pays, sa famille. Mais c'est ici que se trouve notre gagne-pain. Si j'avais suffisamment d'argent, je ne resterais pas ici une minute de plus. Au début des années 2000, peu importe le sort de ces travailleurs. La famille royale est alors en pleine révolution culturelle. Ahmad a pris comme deuxième épouse la fille d'un ancien opposant politique, Shera Mossa. Pour la première fois dans une monarchie du Golfe, une femme devient une figure politique de premier plan. Jusque-là, les habitants de la région et du monde entier ne savaient souvent pas à quoi ressemblaient les épouses du dirigeant. Sheikha Mossa accompagnait son mari lors des visites d'État. Elle se montrait et elle avait du pouvoir grâce à la Qatar Foundation. En plus, elle avait une vision. L'émir lui confie la tête de la fondation du Qatar, qui devient de facto un ministère de l'éducation. Avec l'argent du gaz, Shera Mossa fait ouvrir au Qatar des branches des plus grandes universités occidentales. L'enseignement se fait en anglais et les étudiants obtiennent en théorie des diplômes équivalents à ceux de leur maison mère. Vous voyez apparaître des antennes de Georgetown, Northwestern, Texas A&M, l'Université de Virginie, Cornell. Ce sont les premières universités à ouvrir des succursales au Qatar. Lors de la cérémonie d'inauguration d'un des nouveaux campus à Doha, au lieu d'avoir Cheikh Ahmad qui prend la parole pour le discours d'ouverture, c'est son épouse qui monte sur le podium et fait le discours. لا نريد له أن يغيب. نتطلع إلى أن يكون مشروع المكتبة آلية حديثة لدعم النهوض باللغة العربية ولإحياء حضورها الحضاري من خلال قراءة جديدة للتراث العربي. Lors de leurs déplacements à l'étranger, cette émancipation se reflète dans les vêtements du couple. Shera Mossa porte des tenues glamour tout en respectant les codes islamiques. Ne pas montrer ses cheveux, ni porter de décolleté. C'est elle qui va casser le code de l'abaya noire austère chez les femmes en y rajoutant de la mode, en y rajoutant un peu de fantaisie. Encore aujourd'hui, c'est une icône de la mode. Lors de ses déplacements, elle est habillée par les designers parmi les plus branchés. Plusieurs pages Instagram sont dédiées au look de Shera Mossa. C'était révolutionnaire. Elle a repoussé plein de limites.
Je pense que Sheikh Hamza a ouvert la voie pour que d'autres femmes qatariennes aient un rôle public. Aujourd'hui, les autorités sont fières de mettre en avant cette nouvelle génération de femmes, parfaitement anglophones, comme porte-parole des instances les plus importantes du pays. En tant qu'État, nous donnons la priorité absolue à l'éducation. Les femmes ont beaucoup pesé pour cela. Sheikh Hamza va énormément faciliter finalement l'émancipation et l'ouverture d'une société qatarienne ultra conservatrice à l'époque. Certaines de ses filles sont aussi devenues des figures publiques connues. Parmi les 7 enfants du couple, celle qui semble le plus marcher dans les pas de sa mère est la princesse Mayasa. On peut commencer. Mes parents ont poussé leurs filles autant que leurs fils, peut-être même plus, parce que c'est important que tous les membres de la société participent à l'économie du pays. À la fin de ses études, Mayasa se voit confier la direction des musées du Qatar. Au milieu de la baie de Doha trône le plus emblématique. Le musée d'art islamique a été dessiné par le chinois Yang Mingpei, l'architecte qui a réalisé la pyramide du Louvre à Paris. Juste à côté, Mayasa a supervisé la construction du musée national de Doha. Cette rose des sables a été imaginée par Jean Nouvel. Avec un budget estimé à 1 milliard d'euros par an, les journaux américains classent régulièrement la princesse parmi les femmes les plus influentes du monde de l'art. À travers son fonds d'investissement, la monarchie qatarienne fonctionne comme une entreprise familiale dont le nom doit se vendre comme une marque. Le royaume se rêve même en destination touristique. Nous ne sommes pas le seul pays riche en hydrocarbures, mais nous avons décidé de développer notre économie. Le tourisme culturel est censé rapporter 1,2 milliard d'euros par an, et ce n'est qu'un début. Aussi à l'aise avec les artistes que des stars du football comme David Beckham, Mayasa incarne ce nouveau Qatar globalisé. En public à Doha, la jeune femme allie les baskets, le voile et l'abaya, la longue tenue traditionnelle du golf. Mais comme le montre sa page Facebook, elle abandonne ce code vestimentaire lorsqu'elle est à l'étranger. Mayasa, qui a étudié à Paris et New York, n'y voit pas de contradiction. Je pense que c'est une vision occidentale, parce que les femmes au Qatar, je ne peux parler que du Qatar, les Qatariennes jouent un rôle important depuis longtemps. Je me rappelle quand j'étudiais à Paris en 2004, j'ai fait 1 an à Sciences Po, à l'époque ils venaient d'introduire la loi sur la laïcité. Une de nos professeurs, une Française, racontait qu'elle se sentait triste et impuissante à l'idée que les femmes doivent porter le voile. Je lui ai dit que non, que c'est faux. Certes, il y a des femmes forcées de le porter, mais pour la majorité, c'est notre choix. Nous voulons nous définir nous-mêmes et non pas être définis par d'autres. Durant les années 2000, la famille royale introduit des réformes aux lois islamiques, notamment pour supprimer la tutelle des hommes sur les femmes. Mais au sein d'une société encore très religieuse, ce vent de libéralisme rencontre de fortes résistances. Sur le papier, les relations hors mariage ou l'homosexualité restent passibles de lourdes peines de prison. Dans les faits, les autorités ferment les yeux, surtout pour les étrangers. Ces paradoxes sont mis à nu dans le sport. Pour accueillir de grandes compétitions, le Qatar est tenu d'encourager sa pratique pour les femmes. Le gouvernement a par exemple créé un championnat de football féminin dont presque personne ne connaît l'existence au Qatar. À l'image du pays, cette équipe est composée à 90% d'étrangères. Teresa vient des États-Unis.
De quel État? De Californie. Et Anita, Eve, Amélie, Joris et Liliane sont kenyanes. Sanae est française. Sanae Karmas travaille au Qatar depuis 6 ans et joue au football sur son temps libre. Pour ne pas choquer les religieux, l'équipe doit s'entraîner à l'abri des regards. L'influence des expatriés, l'occidentalisation des jeunes Qatariens a contribué à l'apparition de zones grises comme celle-ci. Des espaces de liberté restreints que les plus conservateurs ne veulent pas voir. C'est un monde un peu caché. Personne n'est au courant que des clubs féminins existent au Qatar, que les femmes jouent entre elles, qu'il y a une ligue. C'est sponsorisé par le gouvernement. Il y a un budget annuel qui est donné au club pour pouvoir promouvoir. Donc il y a une volonté. Culturellement, c'est pas que c'est pas accepté, mais c'est pas forcément commun. Et je pense qu'il y a des hommes et certaines familles qui n'aiment pas forcément ça. J'ai des collègues qataris qui jouent avec nous, qui peuvent s'entraîner avec nous et faire des matchs tant que c'est à huis clos. Entre femmes, il n'y a pas de téléphone. Mais une fois que c'est à l'extérieur, elles n'ont pas le droit de participer. Leurs familles ne sont pas du tout d'accord. L'année dernière et l'année d'avant que j'ai commencé, tous les matchs étaient à huis clos. Ils nous prenaient les téléphones à l'entrée pour pas qu'on puisse prendre de photos ni de vidéos parce qu'on ne sait pas où ça va être partagé. Ou une fois, carrément, on nous donnait des couvre-téléphones pour cacher la caméra et être sûr que rien n'allait fuiter. Ce soir, les joueuses qatariennes de familles conservatrices n'ont pas pu venir. C'est une des toutes premières fois que l'équipe de Sanae participe à un tournoi sur une plage de Doha face à des spectateurs. Au Qatar, le port du voile n'est pas obligatoire. Mais jouer en short devant du public masculin reste une petite révolution. Depuis qu'ils ont eu la Coupe du Monde, ils ont dû un peu s'ouvrir au monde et notamment montrer qu'ils avaient des femmes qui jouent au foot. Récemment, je dirais ça fait 2-3 ans, ça commence un peu plus à s'ouvrir. Je vois des femmes courir, faire leur jogging dans la rue et ça devient de plus en plus normal et pas forcément choquant. Améliorer son image à travers le sport est une technique de propagande bien connue. Pour animer l'ambiance de stades bien souvent vides, l'Émirat a encouragé la création de clubs de supporters. Presque aucun d'entre eux n'est qatarien. La plupart sont de simples résidents étrangers. Et sur la pelouse, c'est pareil. Pour que ces équipes nationales fassent bonne figure, le pays naturalise des joueurs repérés à l'adolescence, souvent originaires de pays arabes plus pauvres. Aujourd'hui, c'est l'un des rares moyens d'obtenir le passeport qatarien. Dans cette course à la reconnaissance par le sport, la famille Al Thani est loin d'être seule. Depuis la fin des années 2000, les monarchies du Golfe se livrent à un affrontement par procuration dans le football européen. Les Émirats arabes unis se sont offerts le club de Manchester City. L'Arabie saoudite vient d'acheter le club de Newcastle. Le Qatar, lui, a parié sur le Paris Saint-Germain. Les investissements du Golfe dans le sport sont vus comme du sport washing, une manière de blanchir leur image en créant un intérêt autour d'un nom déjà connu, comme pour détourner les critiques en s'alliant à des marques positives. Au-delà des résultats sportifs, les stars du club servent à promouvoir le Qatar sur les réseaux sociaux. Mais devenir propriétaire du Paris Saint-Germain représente aussi un investissement stratégique. Je définirais la diplomatie du sport comme un moyen de développer des réseaux. Ils se demandent quels sont les plus grands clubs, quelles sont les plus grandes marques de sport. Le PSG, à Paris, leur semble par exemple beaucoup plus intéressant que d'autres clubs, qui peut-être ont des grands groupes de supporters, mais qui se trouvent dans des villes plus petites, moins connues que Paris.
Paris est la capitale d'un pays qui siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les tribunes du Parc des Princes sont un lieu parfait pour des rencontres informelles entre les Qatariens et les plus hauts dirigeants français. Cette politique a commencé il y a presque 20 ans. Si on regarde l'aspect diplomatique, je pense que c'est une des conséquences positives de notre investissement dans le secteur du sport. Le Qatar veut être un acteur mondial, et cela passe par son image de marque. Les investissements dans le sport, comme au PSG, montrent au monde le poids du Qatar. Dans cette guerre d'influence, le Qatar postule en 2010 pour l'organisation de la Coupe du monde de football. Face à lui, les États-Unis, l'Australie ou la Corée du Sud paraissent favoris. Mais la pétromonarchie déploie des moyens financiers considérables pour convaincre les membres de la FIFA. Jusqu'à aujourd'hui, aucune procédure judiciaire n'a prouvé que le Qatar avait acheté la Coupe du monde. Mais dans une enquête interne, la FIFA elle-même a reconnu ce qu'elle appelle des conduites douteuses. À l'époque, c'était tellement important, c'était quasiment existentiel pour eux. Donc il n'y avait pas de limite, quoi. Il fallait absolument exister partout, mettre de l'argent et tant pis si ça foire. La Coupe du Monde est la priorité du Qatar. C'est un peu comme aller marcher sur la Lune. Vous avez un objectif énorme, donc vous voulez essayer de l'atteindre et vous mettez tout en œuvre pour y parvenir. Le 2 décembre 2010, le petit émirat est choisi à la surprise générale. Entourés de leurs enfants, Ahmad et Sheramosa savourent la victoire. Le Qatar est définitivement placé sur la carte du monde. Thank you for giving Qatar a chance, and we will not let you down. You will be proud of us, you will be proud of the Middle East, and I promise you this. La consécration est planétaire. Mais ce moment de grâce ne dure pas. 2 semaines plus tard commence le printemps arabe. Et très vite, le vent de révolte qui secoue tout le Moyen-Orient sert à régler des comptes entre monarchies du Golfe. Lorsque le printemps arabe a démarré au début des années 2010, le Qatar sortait d'une décennie de victoires. Dans les années 2000, tout leur avait souri, en termes d'influence, de soft power, voire de pouvoir au sens strict. Tout semblait possible avec la puissance financière et les réseaux dont ils disposaient. Et puis il y a aussi une part d'arrogance, de penser que quoi qu'ils entreprennent, ils vont l'accomplir, le réussir. Fin décembre 2010, la rue tunisienne réclame la chute de Ben Ali, le dictateur au pouvoir. Dans les semaines qui suivent, le mouvement de révolte se propage de la Tunisie à l'Égypte, la Libye, la Syrie, le Yémen, et même le petit royaume voisin du Qatar, le Bahreïn, se soulève. Pendant quelques jours, la monarchie qatarienne elle aussi retient son souffle. Par prudence, les autorités relèvent les salaires des fonctionnaires. Comme le pays interdit toute forme d'opposition politique, personne ne sait ce qui peut se passer. J'étais ici pendant le printemps arabe et je me souviens qu'on regardait tous les jours Al Jazeera pour voir ce qui allait se passer à Tunis ou au Caire. La grande question était, y aura-t-il des manifestations ici aussi? Je me rappelle d'une page Facebook qui annonçait une manif. À l'époque, on avait l'impression que les protestations allaient se répandre partout dans la région. Avec un ami, on s'est rendu sur les lieux de la potentielle manifestation. Il n'y avait personne. La première raison, c'est le niveau de redistribution des richesses. On a des richesses colossales pour 300 000 Qatariens. 300 000 Qatariens qui ont les 3e réserves de gaz du monde, quoi. Donc l'argent coule à flot, les Qatariens ont ce qu'ils veulent.
C'est évidemment plus facile d'être l'émir du Qatar et de n'avoir que 300 000 citoyens à écouter, que d'être par exemple le président des États-Unis face à 350 millions de personnes. Rassurée en interne et convaincue d'être une monarchie éclairée, la famille royale saisit cette occasion pour bousculer les régimes autoritaires du monde arabe. D'autant plus que ces dictateurs au pouvoir depuis des décennies, en Libye, en Égypte ou en Syrie, regardent de haut l'émir Hamad Al Thani, ce nouveau riche qui veut se faire une place dans le grand jeu diplomatique. Le Qatar veut être dans le sens de l'histoire et il fait le pari de soutenir les frères musulmans. Ce mouvement islamiste, conservateur mais non violent, est le parti politique le plus organisé au Moyen-Orient, le plus à même de remporter des élections dans la région. Pour l'appuyer, le Qatar dispose d'une force de frappe médiatique sans égale. À la fin des années 90, l'émirat a créé la première chaîne d'information pan-arabe sur le modèle de CNN ou de la BBC. Ça a révolutionné l'ensemble de la scène médiatique du monde arabe. Avant Al Jazeera, les seules informations disponibles étaient les annonces officielles. Qui le roi a-t-il reçu? Qui le roi a-t-il salué? Al Jazeera donne la parole à des islamistes, mais aussi à des laïcs ou à des socialistes. C'est un outil de soft power et d'influence pour le Qatar. Officiellement, le palais ne donne pas de ligne éditoriale, mais tous les journalistes d'Al Jazeera la connaissent. Ils appellent cela de l'autocensure, mais en réalité c'est de la censure. Aucune critique de la famille royale ou des événements au Qatar, mais carte blanche pour ce qui se passe à l'étranger. Al Jazeera a joué un rôle clé en couvrant les événements sur le terrain, ce que des médias officiels n'auraient peut-être pas fait. Al Jazeera a été perçu comme une menace. Et par extension, les opinions politiques du gouvernement qatarien sont également devenues une menace. Ils ont naïvement cru qu'en soutenant les révolutionnaires, ils soutenaient les peuples et la démocratisation de la région, sans penser aux nombreuses lignes de fracture qui ont alors émergé, des divisions sectaires, ethniques, religieuses. Dans les années 2011-2012, le Qatar est perçu comme un appui des forces révolutionnaires, celles qui ont le vent en poupe, alors que l'Arabie saoudite, elle, soutient la contre-révolution. Face au Qatar, l'Arabie saoudite et ses alliés soutiennent le retour des militaires partout où c'est possible. L'Égypte devient rapidement le terrain d'affrontement principal. En 2012, Mohamed Morsi, un frère musulman soutenu par le Qatar, remporte les premières élections libres. Un an plus tard, l'armée égyptienne, financée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, reprend le pouvoir par un coup d'État. L'Occident, effrayé par la montée de l'islamisme, laisse faire. Le Qatar se retrouve alors totalement isolé sur la scène internationale. Face aux contre-révolutionnaires, en voyant comment les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite étaient revenus en arrière sur des progrès acquis pendant le printemps arabe et qu'ils n'avaient pas les moyens de s'y opposer, les Qatariens ont pris conscience, nous sommes à l'été 2013, que leur politique pour les printemps arabes est en train d'échouer, voire a échoué. Entre 2011 et 2013, les révolutions syriennes et libyennes virent à la guerre civile. Dans ces pays, le Qatar perd le contrôle de mouvements qu'il a financés et armés, des groupes islamistes qui se radicalisent au fil des affrontements. Cet épisode vient alimenter les accusations de financement du terrorisme. Et cet argument sera employé pendant des années contre la famille Al Thani. Au cours des 30 dernières années, que ce soit en termes de soft power ou de pouvoir réel, de relations internationales, de diplomatie du sport, dans tous les domaines, le seul échec cuisant que le Qatar ait eu à encaisser, ça a été le printemps arabe.
Ces tensions internationales ont-elles aggravé les problèmes de diabète de l'émir? Ou la maladie sert-elle de prétexte pour une sortie honorable? Toujours est-il que le 25 juin 2013, Ahmad abdique en faveur de Tamim, son 4e fils, sur les 24 enfants qu'il a eus de ses 3 épouses. Mon père est arrivé au pouvoir de manière atypique et a quitté le pouvoir de manière atypique. Je pense qu'il s'était fixé des objectifs et qu'une fois ceux-ci atteints, il était content de passer le relais à la génération suivante, à mon frère. C'était vraiment une décision étonnante, car dans cette partie du monde, le pouvoir se transmet en général à la mort de l'émir. Avec son fils, ils ont voulu donner au Qatar un nouveau départ. Je pense que Tamim est arrivé au pouvoir en 2013 pour changer les politiques du Qatar, entamer un nouveau chapitre après le printemps arabe, redéfinir les priorités et l'identité même du Qatar. Tamim n'était pas le premier dans l'ordre de succession. Mais il sort diplômé de la même académie militaire que son père, et il a fait ses classes avec succès dans la diplomatie sportive du Qatar, notamment l'achat du Paris Saint-Germain. Avec son sourire de gendre idéal, sa maîtrise des langues étrangères et son épais carnet de chèques, il séduit très vite ses partenaires occidentaux. Il est devenu émir au début de la trentaine. Du jour au lendemain, c'était le plus jeune chef d'État du Moyen-Orient et probablement l'un des plus jeunes au monde. C'est la première fois que je m'exprime devant autant de personnes en français. Alors si vous ne comprenez pas ce que je dis, remercie, faire semblant s'il te plaît. Marcher dans les pas de Cheikh Ahmad n'était pas facile. Tamim pense un peu comme un militaire. Il a le sens du devoir, il travaille dur. Lorsque Cheikh Tamim a pris le pouvoir, tout le monde le décrivait comme un technocrate. Son premier discours se focalisait sur les questions internes. وقطر دولة متطورة ذات مرافق ومؤسسات حديثة يبلغ فيها معدل الدخل الفرد على أعلى المستويات في العالم. غادر سموه منصبه وقطر أشبه ما تكون بورشة بناء لا تتوقف عن العمل. Sa première mission, faire de la Coupe du Monde un succès. La capitale est alors un immense chantier qui vit au rythme de la folie des grandeurs. Aux portes de Doha, des villes nouvelles sortent de terre pour accueillir les équipes et les supporters. Le Royaume a investi 200 milliards d'euros. C'est 150 fois plus que pour les Coupes du Monde en France ou en Allemagne. 6 stades flambant neufs sont inaugurés, comme cet immense stand bédouine, qui peut accueillir 60 000 spectateurs. Des infrastructures d'entraînement jusqu'aux vestiaires, en passant par les loges VIP, tout a été fait pour impressionner les visiteurs étrangers. 3000 salons, c'est énorme. C'est magnifique. Dans ce pays désertique, de l'eau de mer est désalinisée pour arroser les pelouses. Et les ingénieurs installent des lampes artificielles pour obtenir un gazon absolument parfait. Au départ, la compétition devait se jouer au début de l'été, quand les températures dépassent les 50 degrés. Les stades ont donc dû être équipés d'un système de climatisation, du jamais vu dans des enceintes à ciel ouvert. La climatisation pour les joueurs et le terrain part d'ici. L'air est envoyé jusqu'à la ligne de touche. Par contre, pour les spectateurs, l'air frais se diffuse depuis les tribunes. Venez, je vais vous montrer. Sous chaque siège, il y a une petite boîte comme celle-ci qui rafraîchit juste un petit peu.
Et même en cas de tempête de sable, ici on est comme dans une bulle isolée. Et si les températures atteignent 50 degrés dehors, à l'intérieur du stade, on reste à 20, 22. Devant l'absurdité écologique, mais aussi les risques pour la santé des joueurs et des supporters, la FIFA a finalement déplacé le tournoi au début de l'hiver. Depuis l'attribution de la compétition au Qatar, les températures infernales de la saison chaude alimentent les polémiques. Les images de ces travailleurs en plein soleil pendant des heures ont fait le tour du monde. Pour obtenir des réformes, les organisations de défense des droits de l'homme, et même quelques footballeurs, menacent depuis des années d'appeler au boycott. La réponse de l'Émirat à ces critiques est d'organiser des visites pour les journalistes dans quelques camps modèles. Selon moi, c'est le meilleur camp de tout le Qatar. En termes d'emplacement, d'entretien, tout. Je suis très heureux et satisfait de la gestion. Ici, nous avons les toilettes. Et vous payez un loyer? Non, non, tout est pris en charge par l'entreprise. Le logement, la nourriture, le transport, la lessive, tout. Pour faire taire les accusations de mauvais traitement, les autorités vont même jusqu'à construire un mur de la gratitude. Cette mosaïque est composée des photos de chaque employé qui a participé à la construction du stade de la finale. Alors il y a tous les métiers, hein. Ça va des menuisiers aux maçons, en passant par les ingénieurs, etc., etc. Évidemment, quand on connaît les polémiques qui entourent la construction des stades de la Coupe du Monde, ce mur de la gratitude, il sonne un peu faux. C'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que quand vous arrivez devant le stade et que vous voyez ces visages, la première question que vous vous posez, c'est est-ce que c'est le nombre de personnes qui sont mortes sur le chantier? Depuis 2010, une guerre des chiffres fait rage entre le gouvernement et les ONG internationales. Dans cette monarchie, le droit de grève et les syndicats n'existent pas. Pendant cette décennie de grands travaux, aucun organisme indépendant n'a pu défendre les droits des travailleurs, ni comptabiliser les décès. Les seuls chiffres disponibles sont ceux des autorités qatariennes, de leur agence de statistiques et du comité d'organisation de la Coupe du Monde. Je travaille pour Amnesty International sur le Golfe depuis 10 ans. Je me suis rendue au Qatar un nombre incalculable de fois. Le Qatar publie des données et selon leurs chiffres, il y a plus de 15 000 étrangers qui sont morts ces 10 dernières années. Mais ils sont morts de toutes sortes de causes. Les données disponibles ne donnent pas la cause réelle. Il y a un grand nombre de travailleurs migrants relativement jeunes et en bonne santé qui ont passé leurs tests médicaux dans leur pays d'origine. Mais quand ils arrivent au Qatar, ils meurent soudainement pour des raisons inconnues et sur le certificat de décès, tout ce qui est marqué, c'est mort naturelle, arrêt cardiaque ou arrêt respiratoire, ce qui pour les experts de la santé que nous avons consultés n'est pas une cause de mortalité. Fatma Al-Noaimi est la porte-parole des autorités qatariennes pour tout ce qui concerne la Coupe du Monde. Vous cadrez comme ça ou plus bas? Ce ne sont pas que des ouvriers. Je veux dire que ces chiffres incluent toutes sortes de professions et de catégories d'âge. Il y a des enfants, il y a des médecins, il y a des enseignants. Donc si vous prenez ce chiffre sur une période de 10 ans, il est sorti de son contexte. Fatma et ses équipes ne comptabilisent que les morts sur les chantiers des stades directement supervisés par le comité d'organisation. Au plus fort des travaux, cela ne représentait que de 1 à 2% des ouvriers de la construction. À propos des victimes que nous avons eues sur nos projets, malheureusement, nous regrettons 3 décès dus à des accidents du travail.
Et aussi 36. Pardon, c'est 36 ou 37? Mais ce n'est pas lié au travail. Ça veut dire quoi, non lié au travail? Non lié au travail, cela signifie que ces gens sont peut-être morts chez eux ou dans la rue, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sur leur lieu de travail, sur le chantier. Cela peut être une mort naturelle. Mais une fois de plus, si vous étudiez ces décès, plus de la moitié sont des jeunes hommes morts d'un arrêt cardiaque ou d'insuffisance respiratoire, ce qui n'est pas une cause de mortalité en soi. Il y a forcément une autre raison derrière ces morts. Insolation, déshydratation ou épuisement. Beaucoup d'hommes dans la force de l'âge meurent d'arrêt cardiaque dans leur sommeil. Leur nombre ne sera jamais connu. Peut-être 37 pour les stades, sans doute des milliers à l'échelle de tous les chantiers du Qatar. Pour découvrir les conditions de vie de ces petites mains, il faut s'éloigner du centre de Doha à la nuit tombée. C'est dans ces bâtiments construits aux portes du désert que vivent la plupart des travailleurs étrangers. Eux ne sont pas employés par le comité d'organisation de la Coupe du Monde, mais dans des entreprises privées sur la construction d'autoroutes, d'hôtels ou de centres commerciaux. Et tous connaissent des histoires de collègues tombés sur les chantiers. Ce Népalais a accepté de témoigner à visage découvert, à condition de ne pas donner son nom ni celui de son employeur. Son histoire illustre la vie de centaines de milliers de forçats anonymes. Je travaille comme peintre, avec un salaire mensuel de 450 euros. Les ouvriers qui travaillent en plein soleil s'évanouissent parfois à cause de la chaleur. Quand ils travaillent en extérieur, ce n'est pas facile de s'hydrater. Et sur les échafaudages, le risque, c'est que si ton cerveau cesse de fonctionner en raison de la température, tu glisses, tu tombes et tu peux mourir. Au Népal, je ne peux pas gagner autant. Mon salaire ne suffit pas. Ici, j'épargne 250 euros par mois. Ça me permet d'envoyer mes enfants à l'école. C'est ici qu'on habite. On dépose nos chaussures et nos vêtements à l'entrée. Et là, c'est la cuisine où on prépare nos repas. On a un peu de poulet et quelques légumes, mais c'est bien vide. Oui, c'est sale, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On est à 8, 10 par chambre. Nos salaires ne sont pas élevés. On s'en sort comme on peut. Dans cet appartement sans climatisation, une quarantaine d'hommes s'entassent et se partagent le loyer. Voilà, c'est ma chambre. Là, on est 6 à s'entasser dans cette petite pièce. Et le loyer est cher. On paie chacun entre 75 et 100 euros pour le logement et la nourriture. Donc environ 750 euros pour une chambre. On étend nos fringues ici. Oui, il n'y a pas d'autre espace pour faire sécher nos vêtements. Ça ne sent pas bon, mais on n'a pas le choix. On espérait tous qu'en partant travailler dans un autre pays, on pourrait se payer une maison et une voiture. Mais dès qu'on arrive, on se rend compte que ce rêve n'est qu'une illusion. C'est dur. La vie n'est que douleur. Vous savez ce que c'est la douleur? Ma vie n'est que souffrance. L'exploitation de ces hommes profite à des entreprises qatariennes, mais aussi à de nombreux intermédiaires étrangers, bien souvent originaires des mêmes pays que les travailleurs.
La plupart des entreprises, même les plus grandes, dépendent de sous-traitants. Elles n'emploient pas nécessairement les ouvriers directement, mais demandent à d'autres sociétés de leur fournir de la main-d'œuvre, et c'est là que les abus apparaissent. Plus on descend dans la chaîne de production, plus il y a d'abus. L'argument utilisé parfois, c'est de dire « c'est la faute des employeurs, pas des autorités qatariennes, ce n'est pas à nous de régler ça ». Mais c'est le gouvernement qui tolère cette culture de l'impunité. Sous pression de la communauté internationale, le Qatar a annoncé des réformes. Introduction d'un salaire minimum de 250 €, ouverture d'un bureau de l'Organisation internationale du travail, et en 2020, les autorités ont aboli la kafala, la tutelle obligatoire pour les étrangers. Mais dans les faits, ces lois tardives sont loin d'être appliquées. Le problème qu'on est en train de découvrir, c'est que la réalité ne correspond pas aux promesses. Les progrès n'ont pas été à la hauteur des nouvelles lois et la mise en œuvre est faible et inégale. Si vous regardez le reste du monde, personne n'a un régime du travail parfait. Les progrès accomplis au Qatar en seulement 10 ans sont énormes. Le Qatar, quand ils sont attaqués ou critiqués, au lieu de fermer les écoutilles, d'empêcher les critiques, ils ont tendance à entendre les critiques et à contre-attaquer en allant justement exactement là où on les critique. Aucun pays n'est parfait. On a encore beaucoup à faire, mais cela prend du temps de s'améliorer et aussi que le reste du monde s'en rende compte. Au milieu des années 2010, le Qatar est tellement concentré sur l'organisation de la Coupe du Monde et sur les réponses à apporter aux critiques qu'elle suscite, que la famille royale ne voit pas venir le projet de déstabilisation que ses voisins préparent en secret. D'autant plus que tout part d'une partie de chasse qui va mal tourner. Une chasse au faucon, bien sûr. En novembre 2015, un groupe de princes arabes, parmi lesquels des membres de la famille Al Thani, ont organisé un voyage pour chasser la houbara dans le désert. C'est une outarde, une espèce de dinde très recherchée dans le Golfe, un mets rare. Ils ont quitté le Qatar, un convoi de 4x4 qui a traversé le désert jusqu'au sud de l'Irak, et ils ont monté leur camp. Ce groupe de fauconniers prend ce risque car la houbara a été trop chassée dans la péninsule arabique. Cette proie, recherchée pour de prétendues vertus aphrodisiaques, ne vit plus à l'état sauvage que dans des territoires reculés ou en guerre, comme la Syrie ou l'Irak. Le séjour était censé durer environ 6 semaines. C'était une drôle de destination, mais ils étaient entourés de gardes armés et pensaient sûrement que cela suffirait à les protéger. L'Irak, à ce moment-là, la zone où ils sont, c'est une zone qui est plutôt chiite, alors que les Arabes du Golfe sont sunnites. Et c'est une région qui est contrôlée par des milices qui sont proches de l'Iran. Un matin, des islamistes ont fait leur apparition au camp et les ont tous pris en otage. La présence de membres de la famille royale fait grimper les enchères dans des proportions astronomiques. Cela multiplie les intermédiaires et groupes armés chiites qui veulent leur part de la rançon. Milices irakiennes, Hezbollah libanais et gardiens de la révolution iranien. Des groupes classés comme terroristes en Occident. La question suivante se posait, est-ce politiquement malin de verser de l'argent à certains groupes? Mais d'un autre côté, et c'est normal, il ne faut pas laisser tomber sa propre famille. Ça va se terminer au bout de 18 mois de négociations où un avion de Qatar Airways va finalement aller à Bagdad, récupérer les types et ramener tout le monde, parce qu'en plus il y a des gens de la famille royale. Et d'après ce qu'on sait, le Qatar aurait payé $1 milliard.
Pour les Saoudiens, on aurait dit un transfert direct de la part du Qatar d'une énorme somme au profit de l'Iran. C'est le moment où ils se sont dit, on doit les arrêter, stopper le Qatar. Pour l'Arabie saoudite, le prétexte est parfait. D'autant plus qu'un nouveau prince a pris le pouvoir dans ce pays. Mohammed Ben Salman, dit MBS, rêve d'en découdre avec le Qatar. Et il a la bénédiction du président américain de l'époque, Donald Trump. Les Saoudiens et leurs alliés accusent Doha de financer des groupes terroristes, comme au temps du printemps arabe. Mais aussi de collusion avec l'Iran, le grand rival des Saoudiens dans la région. La crise du Golfe a démarré en 2017. Tout a commencé par le piratage de l'agence de presse qatarienne en mai 2017 et la publication de fausses déclarations de l'émir. Un discours de Cheikh Tamim, ou un prétendu discours de Tamim, a fuité sur l'agence de presse qatarienne. Il y commentait leur amitié avec l'Iran et parlait, je crois, des frères musulmans. Mais ce discours était un faux. Des pirates informatiques réussissent à faire publier de fausses déclarations de Tamim Al-Thani, comme celle-ci. L'Iran constitue une puissance islamique régionale qui ne peut pas être ignorée et qu'il est imprudent de confronter. L'idée était de mobiliser le public local et régional contre Cheikh Tamim, en l'accusant d'être trop proche de l'Iran et des frères musulmans. Ces faux discours sont utilisés par l'Arabie saoudite et ses alliés pour déclencher un embargo. Le 5 juin 2017, un blocus terrestre, aérien et maritime est décrété contre le Qatar. La seule frontière par laquelle transitent les camions qui approvisionnent le pays est fermée. Les avions de la compagnie nationale du Qatar sont interdits de survoler les pays de la coalition saoudienne. Le blocus nous a pris au dépourvu. Nous ne nous attendions pas du tout à ça. L'hypothèse des pays voisins était que le Qatar ne pourrait pas le supporter, qu'il n'était pas très résilient et qu'il dépendait de ses voisins pour être approvisionné. Et donc, qu'en l'isolant, cela provoquerait de l'instabilité dans le pays. L'objectif du blocus, avec tout ce qu'il impliquait au quotidien, était d'affaiblir l'économie du Qatar pour déstabiliser le régime et le faire tomber. Les Saoudiens réclament entre autres la fermeture d'Al Jazeera et un alignement du Qatar sur leur politique étrangère. Leur espoir était de vassaliser les Al-Thani, voire de les renverser, mais c'est tout l'inverse qui se produit. وكما تعلمون الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي منذ بداية الحصار وقد وقف الشعب القطري تلقائيا وبشكل طبيعي وعفوي دفاعا عن سيادة وطنه واستقلاله. لقد أصبح كل من يقيم على هذه الأرض ناطقا باسم قطر. Qui vous a dit qu'on avait vécu des moments difficiles? Au contraire, l'embargo a été bénéfique. Notre économie a cru, notre peuple s'est renforcé. Nous sommes même plus forts que jamais. Cela a obligé Cheikh Tamim à imaginer de nouvelles voies commerciales, à développer les liens avec l'Iran ou la Turquie, afin d'obtenir les biens dont ils avaient besoin. Avec sa fortune, le royaume parvient à contourner le blocus en quelques jours. Des milliers de vaches sont importées par avion d'Australie. Des productions de légumes par hydroponie sont lancées. Et les rayons des supermarchés ne manquent de rien. Les avions de la flotte qatarienne, au prix de coûteux détours, ramènent tout ce dont le pays a besoin. Avant, nous importions de la nourriture et nous sommes devenus un pays exportateur. Cette expérience nous a apporté beaucoup de positifs. Nous n'avons pas senti qu'il y avait un blocus. Ça n'a pas affecté nos infrastructures. Ni l'aéroport, ni le port, ni les métros n'avaient une minute de retard. Rien. Nous étions tous unis.
Ces événements ont fait de Cheikh Tamim une icône nationale. Durant le blocus, on a vu ce célèbre dessin partout, baptisé Tamim triomphant. C'est devenu une figure quasi mythologique pendant le blocus, car le Qatar a eu une attitude très pragmatique. À la recherche d'appui en Occident, les Al Thani se tournent vers les Européens. La monarchie leur achète des armes à tout va, pour dissuader ses voisins, mais surtout pour s'assurer du soutien diplomatique anglais, français, allemand ou italien. Pour la coalition arabe, le blocus tourne au fiasco. Mais le prince héritier saoudien, MBS, parvient à semer le doute au sein de la FIFA sur la capacité du Qatar à accueillir la Coupe du Monde. En 2018, le Qatar était sous pression à propos de l'organisation de la Coupe du Monde. Ses voisins ont alimenté le débat car ils y ont vu une opportunité de retirer la compétition au Qatar et de l'attribuer à d'autres. L'Arabie saoudite a même proposé de co-organiser le tournoi. L'Arabie saoudite se perçoit comme le leader du monde arabe et islamique. L'idée de devoir se rendre dans le mini-Qatar pour assister à la Coupe du Monde, cela a affecté leur ego. Le Qatar ne cède pas. Cette jalousie des princes du Golfe autour de l'organisation de la Coupe du Monde explique en partie pourquoi la crise dure plus de 3 ans. Il faut attendre l'élection de Joe Biden, le nouveau président américain, pour que l'Arabie saoudite et ses alliés finissent par retirer leur demande. La crise du Golfe a pris fin lors d'une rencontre en janvier 2021 en Arabie saoudite. Symbole de cette réconciliation, Tamim Al Thani est reçu à la descente de son avion en Arabie Saoudite par MBS en personne. والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا بما يخدم آمالها وتطلعاتها. Le fait que la crise ait pris fin sans que le Qatar ait fait la moindre concession montre bien que les accusations envers nous n'étaient pas fondées. Si elles étaient justifiées, pourquoi le blocus aurait été levé ainsi ? Le Qatar sort vainqueur de ce bras de fer. Et une nouvelle crise va permettre au pays de reprendre la place qu'il ambitionne sur la scène internationale. La chute de Kaboul aux mains des talibans. Je m'assieds ici. Depuis les années 2000, le seul bureau de représentation des talibans est installé à Doha. Souhail Chahine officie comme porte-parole de leur diplomatie à l'étranger. Notre direction a choisi le Qatar comme antenne permanente pour nos réunions et débats avec les délégations étrangères. Les familles des membres du bureau politique ont été envoyées ici, à Doha. J'étais parmi les premiers à arriver et à ouvrir ce bureau. Nous considérons le Qatar comme un pays ami. Sinon, nous ne resterions pas ici. Cela a été organisé dans le cadre de la médiation menée par le Qatar entre les États-Unis et les talibans. C'était une demande américaine et pour y répondre, nous avons accepté cette délégation politique. Nous avons facilité les rencontres qui, au début, ne devaient pas être rendues publiques. Ça peut paraître très paradoxal parce qu'on a les talibans qui sont présents au Qatar plus ou moins officiellement. On a en même temps au Qatar le centre de commandement militaire américain pour toute la région Asie, Moyen-Orient, à partir duquel sont menées toutes les opérations et toute la guerre en Afghanistan.
Depuis la fin des années 90, le Qatar héberge la plus grande base américaine de la région, à Al Udeid. C'est par là que transitent toutes les troupes, les armes et la logistique pour les opérations en Afghanistan, mais aussi en Irak ou en Syrie. La base d'Al Udeid a été offerte aux Américains par la famille royale qatarienne pour se garantir leur protection. En servant d'intermédiaire avec les talibans, les Al-Thani cherchent à se rendre indispensables. Et le Qatar devient un pays clé, car il a la possibilité d'offrir des lieux où peuvent se tenir des conversations discrètes, voire secrètes si besoin. C'est cela que l'Afghanistan a apporté au Qatar, la possibilité de jouer le rôle auquel il prétendait sur la scène mondiale. C'était important pour le Qatar. Ils ont pu se poser en médiateur et aider les négociations à aboutir. Ils ont eu un impact positif et constructif. Dans le plus vieil hôtel de luxe de Doha, cette diplomatie de l'ombre débouche sur un accord de paix signé en février 2020. Le Qatar offre ainsi aux Américains une sortie au bourbier afghan. Les talibans, eux, promettent de respecter un processus de transition démocratique. En réalité, ils savent qu'ils ont gagné la guerre. Ça a le goût de la victoire. C'est une première étape qui ouvre la porte à l'espoir pour le peuple afghan. La signature de ce traité à Doha va surtout ouvrir les portes de Kaboul aux talibans. Après 20 ans d'intervention, les Américains acceptent de retirer l'intégralité de leurs troupes fin août 2021. Et en août 2021, la situation implose. Les talibans avancent plus vite que prévu. Les forces gouvernementales n'arrivent pas à les retenir. Les troupes américaines et occidentales présentes à Kaboul se précipitent pour quitter le pays. On voit ces avions, des réfugiés qui veulent échapper au chaos ambiant. Les Qatariens saisissent cette opportunité. Eux ont les réseaux pour parler aux talibans. Nous avons tous été pris par surprise à la mi-août. On a reçu un coup de fil à 5 h du matin, disant qu'on devait s'attendre à recevoir des milliers de personnes au Qatar. Beaucoup considèrent cette évacuation aérienne comme la plus importante de l'histoire moderne. Tous ces réfugiés devaient être logés quelque part. Et comme il y avait des résidences prêtes et disponibles pour la Coupe du Monde, en attendant, elles ont été attribuées aux Afghans. En quelques semaines, 60 000 Afghans transitent par ces lotissements en attendant d'avoir des visas pour leur destination finale. Le rôle du Qatar en Afghanistan, l'aide apportée à l'évacuation d'Afghans, a fortement amélioré son image aux États-Unis. Quelques mois plus tard, Tamim est reçu avec les honneurs à la Maison-Blanche. Le Qatar se voit même décerner le titre d'allié majeur des États-Unis en dehors de l'OTAN. Ce statut donne accès aux armes américaines les plus sophistiquées. Welcome you to the White House. 50 years of partnership. You're not that old, but 50 years of partnership. I think we demonstrated that how solid and how strong we can work together and cooperate on what we did in Afghanistan. We're very proud that we managed to evacuate tens of thousands of people of Afghanistan. Welcome. Thank you, sir. Welcome. De toutes les opérations que les Qatariens ont menées ces 30 dernières années, celle-ci est la plus rentable, la plus efficace, celle qui leur en a donné le plus pour leur argent. En termes d'influence, aucun autre investissement, que ce soit dans le sport, l'économie, la finance, rien n'a été aussi efficace que de parier sur les talibans.
Les succès de la diplomatie qatarienne sont mis en scène chaque année lors du Forum de Doha. Ce rendez-vous rassemble dirigeants politiques, grands patrons et journalistes. Cette année, un groupe de jeunes Afghanes passionnés de robotique reçoit un prix. Elles ont été évacuées par les forces spéciales du Qatar et peuvent désormais continuer leurs études dans la monarchie grâce à des bourses. Une belle histoire qui permet de faire oublier le rôle d'intermédiaire de Doha dans la chute de Kaboul. On sent que Tamim, il a envie maintenant, voilà, ça y est, on existe, ça y est, on est sécurisé, tout le monde nous connaît, on est devenu incontournable. On ne pourra pas se faire écraser demain par l'Arabie Saoudite comme les Irakiens avaient écrasé les Koweïtiens, on ne pourra pas se faire écraser par l'Iran. Donc maintenant, on calme un petit peu le jeu, voilà. Moi, j'ai un peu le sentiment que j'ai. Comme une crise en chasse une autre, les regards se sont déjà détournés de l'Afghanistan. La Russie a envahi l'Ukraine. L'Europe, trop dépendante du gaz russe, doit trouver des sources alternatives. Avec ses immenses réserves, la monarchie est plus courtisée que jamais. En invitant quelqu'un comme le président Zelensky à prendre la parole en direct, cela envoie un signal sur le positionnement du Qatar sur la scène internationale. Le Qatar a clairement mis ses œufs dans le panier occidental. Il garde des relations avec la Russie ou la Chine sur les questions d'énergie, mais à la différence des Saoudiens ou des Émiriens, les Qatariens n'essayent pas de garder un pied dans les deux camps. Dans la confrontation qui émerge entre l'Est et l'Ouest, le Qatar est dans le camp occidental. Comme vous le savez, avec la guerre russo-ukrainienne, l'Europe doit chercher d'autres sources de gaz naturel. Et le royaume du Qatar trône désormais au sommet de cette industrie. Le gouvernement allemand a ouvert des négociations pour des livraisons de gaz. De son côté, la compagnie française Total vient d'annoncer investir dans de nouvelles plateformes d'extraction. Les réserves du royaume qatarien sont estimées pouvoir durer plus d'une centaine d'années. Pour la dynastie Al Thani, c'est l'assurance de rester encore très longtemps au centre de l'attention internationale.